Lorsque le vétéran Jack Matthews adopta un vieux berger allemand blessé, il pensait simplement offrir une seconde chance à un animal oublié. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce chien, marqué par la guerre comme lui, allait bientôt lui sauver ce qu'il avait de plus cher au monde. Car des années plus tard, un après-midi d'hiver, sa fille Ella sortit promener leur fidèle compagnon et ne revint pas seule. Ce jour-là, tout bascula. Ce qui s'est passé dans ce parc a choqué tout un pays, bouleversé une communauté entière et prouvé qu'un lien entre un homme, une enfant et un chien pouvait être plus fort que la peur, la haine et même la mort. Restez bien jusqu'à la fin. La vérité derrière cette histoire va vous briser le cœur puis le recoller morceau par morceau. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo, j'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La ceinture de cuir s'abattit de nouveau dans un craquement sec qui résonna contre le pelage doré du berger allemand. Le cri d'une fillette déchira l'air glacé de décembre, traversant le parc de Riverstone comme une lame. 7 ans à peine, Ella Matthews s'agrippait à son chien, le corps tendu, tandis que le sang éclaboussait la neige immaculée. « À l'aide !» hurla-t-elle, sa voix répercutée par les troncs de nus des chênes. À 20 mètres de là, une douzaine de personnes restaient figées, téléphone sorti, filmant la scène sans bouger. 3 hommes l'entouraient, Marcus, grand, avec un tatouage en toile d'araignée sur le cou, Derrick, massif, au regard dur, et Tyler, le plus jeune, hésitant, nerveux, leur ceinture montait et retombait dans une cadence brutale. Sous Ella, son chien gémissait, tremblant, mais elle refusait de s'écarter. Une nouvelle frappe la fit hurler, mais elle resta accrochée à son compagnon. « Arrêtez, je vous en supplie !» cria-t-elle. Marcus leva sa ceinture, visant cette fois la tête de l'enfant. Aucun d'eux ne savait qu'à 90 secondes de là, un homme courait déjà vers eux. Un ancien soldat d'élite et surtout le père d'Ella. 3 ans plus tôt, Jack Matthews avait tenu la main de sa femme Sarah dans une chambre d'hôpital jusqu'à son dernier souffle. Ses derniers mots avaient été un murmure « Promets-moi, protège Ella ». 20 ans dans les forces spéciales, 3 missions en Afghanistan, médailles et cicatrices à la clé, mais face à un conducteur ivre, il n'avait rien pu faire. Depuis, à 39 ans, Jack vivait entre souvenirs et blessures invisibles. Retraité de l'armée, il travaillait comme instructeur en sécurité privée, formant d'autres hommes au combat rapproché. Sa pension militaire lui rapportait 2100 $, son emploi 3400 de plus, pour une maison louée 1800 par mois. Il s'en sortait à peine. Il suivait chaque semaine une thérapie au centre des anciens combattants, essayant de dompter les cauchemars du désert et le souvenir du dernier souffle de Sarah. Son credo était devenu simple, la vraie force, c'est de savoir quand ne pas frapper. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour elle, pour sa fille. Ella n'avait que 4 ans quand sa mère était morte. À présent, à 7 ans, elle portait dans son regard une sagesse qui fendait le cœur de son père. Trop lucide, trop familière avec la perte, mais toujours douce, rêveuse, pleine de compassion. Elle voulait devenir vétérinaire comme sa mère avant d'elle. Sarah lui avait murmuré à l'hôpital « Sois courageuse, ma petite guerrière ». Ces mots étaient devenus sa boussole. Son meilleur ami, c'était Max, un berger allemand de 5 ans, adopté 2 ans plus tôt dans un programme pour vétérans. Ce qu'Ella ignorait, c'est que Max n'était pas un chien ordinaire. Il avait servi dans l'armée, 47 missions à son actif, avant d'être réformé après un incident traumatisant. Il avait abattu un intrus armé lors d'un raid. L'acte était justifié, mais l'animal en était sorti brisé. Jack, en voyant ses yeux hantés, avait reconnu ce regard, celui d'un soldat revenu du front. 2 âmes blessées, prêtes à guérir ensemble. Max avait ses déclencheurs, les cris, les hommes agressifs, les ceintures en cuir utilisées pendant son entraînement. Mais avec Ella, il était d'une douceur infinie. Il veillait sur elle comme sur une mission sacrée. Ce matin de décembre, 2 semaines avant Noël, 8 cm de neige fraîche recouvrait la banlieue de Virginia Beach. Jack préparait le petit déjeuner tandis qu'Ella terminait ses devoirs. « Papa, je peux promener Max au parc toute seule ?» demanda-t-elle avec ses grands yeux confiants. Jack vérifia sa montre. « D'accord, mais tu restes sur le sentier principal. Je te rejoins dans une demi-heure, le temps d'aller chercher quelques courses. » Des mots qu'il regretterait toute sa vie. Ella quitta la maison à 14h35, Max trottant fièrement à ses côtés, leurs traces s'imprimant dans la neige étincelante. Le chien marchait d'un pas régulier, la tête haute, toujours alerte. La fillette lui lançait des boules de neige qu'il attrapait au vol, aboyant joyeusement. C'était un de ces moments de pure innocence,
suspendu hors du temps. En chemin, ils croisèrent Madame Henderson qui déblayait son allée, puis Monsieur Chen promenant son caniche, et les petits Martinez qui construisaient un bonhomme de neige bancal. Ella salua chacun d'eux d'un signe de main, laissant derrière elle des éclats de rire et de vapeur dans l'air gelé. À 14h42, le parc apparut, animé malgré le froid, joggeurs, familles, enfants jouant autour de la fontaine gelée. C'est là qu'elle les vit. 3 hommes près de la fontaine. Le premier, grand, avec un tatouage noir remontant sur sa nuque. Le second, trapu, la tête rasée, le regard mauvais. Le troisième, jeune, à peine 19 ans, les mains dans les poches, mal à l'aise. Ils fumaient, parlant bas, leurs yeux balayant le parc comme des prédateurs cherchant une proie. Une angoisse étrange serra le ventre d'Ella. Son père lui avait appris à écouter son instinct. Elle resserra sa prise sur la laisse de Max et bifurqua vers un autre sentier. Max, lui, sentit le danger avant même qu'elle n'ait conscience de quoi que ce soit. Ses oreilles se plaquèrent en arrière. Un grondement sourd monta de sa poitrine. Ella n'avait jamais entendu ce son chez lui. Le soldat en lui venait de se réveiller. « Et joli toutou !» lança le grand, la voix traînante. Ella accéléra, son cœur battant plus fort. Le trapu se plaça devant elle, bloquant le passage. « On veut juste caresser ton chien, petite. »« Non merci », répondit-elle d'une voix tremblante. « Je dois rentrer. » Elle tenta de le contourner. Le plus jeune, Tyler, bougea sur le côté. Elle était encerclée. Max se plaça devant elle, muscles tendus, prêt à défendre. Marcus éclata de rire et jeta sa cigarette vers le chien. Max recula d'un pas, grognant plus fort. « Laissez-nous tranquilles » supplia Ella. Derrick s'abaissa brusquement pour attraper le collier. Mauvais réflexe. Max bondit en avant, dents découvertes, mais sans mordre. Un avertissement clair. Ne touche pas à l'enfant. Derrick recula, rouge de colère. « Ce sale cabot vient d'essayer de me mordre ?» Il arracha sa ceinture de cuir d'un geste brutal. La première frappe tomba sur les côtes du berger allemand. Le cri de douleur de Max déchira la neige et la hurla « Arrêtez, vous lui faites mal !» Marcus rit et sortit sa propre ceinture. « Tiens-lui la laisse, Tyler !» ordonna-t-il. Le jeune homme hésita. « Marcus, c'est peut-être pas... » « La ferme. Fais ce que je dis. » Il obéit à contre-cœur, attrapant la laisse. Ella essaya de la retenir, mais Derrick la poussa violemment. Elle tomba sur le chemin gelé, ses petites mains s'écorchant sur la glace. Le sang perla aussitôt, 2 ceintures s'abattirent ensemble sur Max. Le chien se tordait, cherchant désespérément à rejoindre Ella malgré la douleur. Chaque coup résonnait, sec, implacable. Les passants s'étaient arrêtés, certains tremblants, d'autres filmant, mais aucun ne bougeait. « À l'aide ! Quelqu'un, je vous en supplie !» cria Ella, rampant vers son chien. Les coups continuaient. Max geignait, respirant difficilement, mais ses yeux restaient fixés sur elle. Il n'abandonnerait pas. Ella sentit la panique, la douleur, la peur, mais aussi quelque chose d'autre. La voix de sa mère, un souvenir. « Sois courageuse, ma petite guerrière. » Et la voix de son père. « On protège ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Elle comprit alors que personne ne viendrait. Les adultes regardaient, paralysés. Alors, dans un élan d'amour pur, elle fit son choix. Ella se jeta sur le corps de Max, le couvrant de tout son petit corps. Ses bras s'enroulèrent autour de lui, son visage collé à son pelage trempé de sang. Marcus leva de nouveau la ceinture. « Dégage, gamine, ou tu vas y passer aussi !» La voix d'Ella trembla, mais resta ferme. « Non !» Le silence qui suivit fut presque irréel, coupé seulement par les pleurs d'Ella et les gémissements étouffés de Max. Autour d'eux, la foule restait figée. Personne n'avançait. Marcus grinça des dents, leva la ceinture et la battit. Le cuir frappa le dos de la fillette. Son manteau d'hiver amortit un peu le choc, mais pas assez. Ella hurla, un cri qui fit sursauter plusieurs témoins, sans qu'aucun n'avance. Derrick hésita. « Marcus, elle n'est qu'une gosse. Elle a choisi, » répondit Marcus froidement. La ceinture siffla de nouveau dans l'air. Un deuxième coup. Les épaules d'Ella tremblèrent, mais elle ne bougea pas. Le sang de ses paumes s'étalait sur la fourrure de Max. Sous elle, le chien respirait faiblement, essayant encore de la couvrir de son propre corps malgré la douleur. Tyler recula, le visage blême. « C'est trop, on va la tuer !» Marcus se retourna, furieux. « Tais-toi, ou tu seras le suivant !» À cet instant, Ella ferma les yeux, murmurant faiblement « Maman, aide-moi !» Marcus leva la ceinture encore une fois, visant la tête cette fois. Et soudain, un cri fendit l'air venu de loin, porté par le vent. Un cri primal, plein de peur et de rage contenue. « Papa !» hurla Ella de toutes ses forces. Le son traversa le parc gelé,
ricocha sur les arbres et parvint jusqu'à un homme à 3 rues de là, en train de charger ses courses dans un vieux pick-up. Jack Matthews releva la tête, une bouteille de lait à la main. Un instant, il crut rêver. Puis il l'entendit de nouveau. Ce cri, celui qu'aucun père n'oublie jamais. Le cri de sa fille. La bouteille se brisa au sol. Le temps sembla s'arrêter, puis son corps bougea avant même que son esprit n'ait le temps de réfléchir. Ses muscles, ses réflexes de soldat, tout s'enclencha d'un seul coup. Direction, distance, intensité du son. Il calcule inconsciemment, moins de 100 secondes. Il lâcha tout et courut. Pas un mot, pas une hésitation. Chaque pas le rapprochait de l'endroit où sa vie basculerait une seconde fois. Il revoyait Sarah, sa femme, dans cette voiture renversée, il y a 3 ans. Ce jour-là, il était arrivé trop tard. Cette fois, il ne le serait pas. La neige volait sous ses chaussures alors qu'il sprintait à travers les rues désertes. Il franchit le portail du parc à 14h50, son souffle formant des nuages dans l'air glacé. Devant lui, à travers la foule immobile, il vit enfin la scène. 3 hommes, un enfant au sol et du sang sur la neige, sa fille. Son cœur cessa presque de battre. Il accéléra encore, concentré comme s'il entrait en zone de combat, 20 mètres, 15, 10. Son regard se figea sur Marcus, ceinture levée, prêt à frapper à nouveau. Jack sentit une fureur ancienne remonter en lui, cette fureur qu'il avait appris à dompter, à contenir. Mais il se souvint des yeux de Sarah, de sa promesse. Ne laisse jamais la violence te définir. Éloigne-toi de ma fille. La voix de Jack claqua comme une détonation. Tout s'arrêta. Marcus, ceinture levée, se figea, la foule se retourna. Et là, à 30 mètres, se tenait un homme en jean et t-shirt gris, les mains nues, les yeux d'un bleu d'acier. Un ancien soldat. Son tatouage de trident sur l'avant-bras suffisait à annoncer la couleur. Ancien membre des forces spéciales. Rien dans son allure ne criait menace, mais tout dans son regard hurlait danger. Marcus ricana pour masquer la peur qui lui montait à la gorge. « Vieil homme, c'est pas ton affaire, mais dégage !» Jack continua d'avancer, lentement, chaque pas calculé, silencieux, implacable. 20 ans d'entraînement militaire transparaissaient dans sa démarche. Pas un geste inutile, pas un mot de trop. Derrick s'avança, gonflant le torse. « Tu crois pouvoir nous battre tous les 3 ? Tu finiras à l'hôpital, vieux con !» Jack ne répondit pas. Il était à 20 pieds maintenant. Il jeta un rapide coup d'œil à Ella, consciente, blessée, mais vivante. Max respirait encore. C'était tout ce qu'il fallait savoir. Le plus jeune, Tyler, recula instinctivement. Quelque chose dans ce regard froid et méthodique lui fit comprendre qu'il n'avait pas affaire à un simple père. Non, cet homme-là avait vu la guerre, la vraie. Marcus sortit alors un couteau pliant, lame de 10 cm. Le cliquetis métallique retentit, glaçant. « On va voir si tu fais encore le malin sans ton uniforme. » Jack s'arrêta. Son visage resta impassible. Dans sa tête, un seul mantra, pour Ella, montre-lui la voie. Elle observait. Elle devait voir la force maîtrisée, pas la vengeance. « Dernier avertissement, » dit-il calmement. « Pose ce couteau et pars, maintenant. » Marcus eut un sourire dément. « Ou quoi ? Tu vas me tuer ?» Jack soupira. Trop tard. À 14h50 et 1 minute 47 secondes, Marcus chargea. Ce qui suivit dura moins de 10 secondes, mais marquerait à jamais ceux qui étaient là. Jack pivota à 45 degrés, le couteau effleurant l'air à quelques centimètres de son torse. Sa main droite attrapa le poignet de Marcus, torsion sèche, articulation bloquée. Le couteau tomba dans la neige. Dans le même mouvement, son coude remonta, percutant la tempe de l'agresseur. Marcus s'effondra, inconscient, avant même de toucher le sol. 2 secondes, Derrick hurla et fonça. Jack saisit le corps inerte de Marcus, le fit pivoter et le projeta dans la trajectoire de l'autre. Derrick trébucha. Un genou de Jack l'accueillit en plein visage. Craquement, nez brisé. 4 secondes, Tyler leva les mains. « Je me rends !» Jack ne le toucha pas. Il le fixe simplement. Le garçon baissa les yeux, terrifié. 6 secondes. Marcus tenta de bouger. Jack posa calmement son pied sur sa poitrine. Pas pour blesser, mais pour maintenir. Reste au sol. Le regard de Marcus croisa le sien, et il y lut quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. La mort, froide, disciplinée, mais contenue. 8 secondes, 3 hommes neutralisés. Un père debout dans la neige, respirant à peine plus fort qu'à l'entraînement. Autour, le silence tomba. Puis un murmure traversa la foule. Le jogger qui filmait murmura « Mon Dieu, c'était… » La femme à la poussette pleurait. Harold, un vieil homme assis sur un banc, lâcha son téléphone.
C'est un soldat, Martha, un vrai. Jack s'agenouilla aussitôt auprès d'Ella. Ses mains tremblaient, l'adrénaline retombant. Ma chérie, montre-moi où tu as mal. Ella sanglotait, recroquevillée sur Max. Papa, Max, il va mourir. Jack sentit son cœur se briser. Non, ma princesse, il t'a protégée. Et maintenant, c'est mon tour de le sauver. Il la serra contre lui, vérifiant rapidement ses blessures. Des ecchymoses, des éraflures, mais rien de fatal. Ses petites mains saignaient, sa peau brûlée par le froid et la peur. Il retira doucement sa veste et la posa sur ses épaules. Puis il se pencha sur Max. Le chien respirait difficilement. Ses flancs étaient gonflés, la fourrure collée de sang. « Tiens bon, vieux frère », murmura-t-il. Les doigts de Jack palpèrent avec une précision militaire. Ribs fracturés, pas de saignement externe majeur. Il murmura au chien comme à un compagnon de mission. « Tu l'as protégé. Tu as réussi, soldat. » Max leva les yeux vers Ella, battant faiblement la queue. Les sirènes se firent entendre au loin. La foule commençait à bouger enfin, comme réveillée d'un cauchemar. Le jogger s'approcha. « Monsieur, j'ai tout filmé. » « Depuis le début, ça prouve ce qu'ils ont fait. » Jack hocha la tête, toujours accroupi auprès de sa fille. « Merci. Gardez ça pour la police. » Harold, le vieil homme, s'avança maladroitement. « Je suis désolé. J'ai appelé les secours, mais je n'ai pas bougé. J'aurais dû... » Jack leva les yeux vers lui. « Vous avez fait quelque chose. Vous avez appelé, c'est déjà ça. » Mais dans ses yeux, une vérité silencieuse, ce n'était pas assez. Les voitures de police arrivèrent à 14h54. 2 véhicules, gyrophares allumés. Les agents jaillirent, armes dégainées, scannant la scène. 3 suspects au sol, un père blessé, une fillette en pleurs, un chien ensanglanté. L'officier en charge, sergente Laura Chen, descendit de sa voiture. « Monsieur, écartez-vous et montrez vos mains » ordonna-t-elle, voix ferme mais non agressive. Jack obéit aussitôt, levant les bras. « Ma fille !» Ces hommes l'ont attaqué. Plusieurs témoins ont filmé. Chen hocha la tête, déjà en train de donner des ordres. Menottez-les, vérifiez les blessures et appelez un vétérinaire d'urgence. Les agents se dispersèrent. Marcus grognait, Derrick pleurait, Tyler se laissa faire sans résistance. Pendant ce temps, Chen s'agenouilla près d'Ella. Son visage dur s'adoucit. « Salut princesse, je m'appelle Laura. Tu es en sécurité maintenant, d'accord? Personne ne va plus te faire de mal. » Ella se réfugia contre son père, tremblante. « Mon chien? Sauvez mon chien !» Chen fit signe à une ambulancière. « On s'occupe de lui, ma belle. » Promis. La paramédic, une femme aux yeux doux nommée Nicole, nettoya les mains d'Ella avec des gestes délicats. « Tes mains vont piquer un peu, mais je veux que tu sois courageuse. Pendant ce temps, mon collègue va appeler un vétérinaire d'urgence pour Max, d'accord ?» Ella hocha la tête, le regard fixé sur son compagnon. L'ambulancier, Robert, s'éloigna déjà, téléphone collé à l'oreille. Berger allemand, traumatisme sévère, on a besoin d'un vétérinaire sur place immédiatement. Sergent Chen interrogea Jack à voix basse. Ancien militaire, n'est-ce pas? Force spéciale, retraité. Elle acquiesça lentement, comprenant enfin comment 3 agresseurs armés avaient pu être neutralisés en moins de 10 secondes. Vous avez fait preuve d'un sacré sang-froid, monsieur Matthews. La plupart des gens auraient perdu le contrôle. Jack fixe sa fille. Elle regardait. Je ne pouvais pas lui montrer la haine. Les minutes suivantes furent un tourbillon de sirènes, de cris et de gestes pressés. Les secours s'activèrent autour de Jack et d'Ella. La neige tachée de rouge fondait lentement sous les pas des policiers. Max, allongé sur le flanc, respirait à peine. Ses yeux cherchaient Ella comme s'il refusait de partir sans s'assurer qu'elle allait bien. Jack gardait une main sur son encolure, murmurant d'une voix basse et ferme. La même qu'il utilisait autrefois sur le champ de bataille. « Reste avec moi, soldat. Respire. Tu as survécu à pire. Hein, tiens bon. » Une ambulance vétérinaire finit par arriver. Gyrophare bleu clignotant. Une femme en blouse blanche en descendit précipitamment, un sac d'urgence à la main. « Docteur Emily Morrison, vétérinaire du comté », annonça-t-elle à haute voix. Elle s'agenouilla aussitôt près de Max. Blessures contondantes multiples, respiration faible, probable hémorragie interne. On le transporte immédiatement. Elle posa un masque à oxygène sur le museau du berger allemand, tandis que ses assistants déployaient une civière spéciale. Ella, en larmes, refusa de lâcher la patte de son compagnon. « Il va s'en sortir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Émilie lui jeta un regard compatissant. « Il est fort, ma chérie, et il a un bon cœur, parfois ça suffit pour survivre. » Jack aida à soulever la civière.
Max gémit, les muscles crispés. Emily prit la direction du camion, Jack et Ella sur ses talons. Avant de monter, il se tourna vers la sergente Chen. « Je vais avec lui. Vous avez besoin de mon témoignage, mais ma fille passe avant. » Chen hocha la tête. « Allez-y, je viendrai à l'hôpital pour prendre votre déposition. » Dans l'ambulance, la tension était palpable. Les instruments bipaient faiblement. Ella tenait toujours la patte de Max, sa petite main tremblante glissée dans la sienne. Jack, assis en face, regardait sans un mot, les yeux pleins de rage contenue. Il avait vu des camarades mourir, mais jamais un compagnon aussi fidèle. Pas un chien, un frère d'armes. Il se souvenait du jour où il l'avait adopté. Max se tenait seul dans une cage, les oreilles baissées, refusant de manger. Sur l'affiche, ancien chien de combat, syndrome post-traumatique sévère, euthanasie prévue. Jack avait croisé son regard à travers les barreaux. Deux âmes brisées qui s'étaient reconnues en silence. « Viens, soldat !» avait-il murmuré. Et depuis ce jour, il ne s'était plus quitté. Le véhicule freina brutalement devant la clinique vétérinaire. Emily sauta hors du camion, donna des ordres rapides et Max fut emmené d'urgence à l'intérieur. « Salle d'opération 2, préparez le matériel de transfusion !» cria-t-elle. Jack voulut suivre, mais un assistant le retint doucement. « Vous ne pouvez pas entrer pendant l'intervention. » Il voulut protester, puis se ravisa. Il se tourna vers Ella, blotti contre lui. « Il va se battre, comme toujours. » Les secondes devinrent des minutes, les minutes des heures. Jack restait assis dans le couloir glacé de la clinique, Ella endormie contre sa poitrine. Son regard était perdu dans le vide, fixé sur une flaque d'eau fondue sous ses bottes. Chaque son venant du bloc opératoire lui faisait tressaillir. À travers la vitre, il voyait les silhouettes s'agiter, les lampes se déplacer, les instruments brillaient. Une fois, il crut entendre un long bip continu, mais quelques secondes plus tard, un autre bruit reprit, le rythme lent d'un cœur qui battait encore. Enfin, après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit. Emily en sortit, couverte de sueur, les mains tachées de sang. Elle retira son masque, prit une grande inspiration. Jack se leva d'un bond. « Dites-moi. » Elle hocha la tête lentement. « Il est vivant. » Mais ça a été juste. 3 côtes fracturées, une perforation pulmonaire et un début d'hémorragie interne. On l'a stabilisé. Il va devoir rester sous surveillance intensive, mais il s'en sortira. Ella se jeta dans les bras de son père, éclatant en sanglots de soulagement. Jack ferma les yeux, la serrant fort contre lui. « Merci, docteur. Vous venez de sauver une famille entière. » Emily esquissa un sourire fatigué. « Non, c'est lui qui s'est sauvé. Ce chien, il voulait vivre pour elle. J'ai vu ça dans ses yeux. » Quelques heures plus tard, Max reposait dans une salle isolée, branchée à une perfusion. Ella, en pyjama, s'était endormie sur le fauteuil, la main posée sur son pelage. Jack, lui, resta éveillé. Il fixait le plafond, incapable de chasser de son esprit les images du parc. Quelque chose ne collait pas. 3 hommes, en plein jour, dans un quartier résidentiel, attaquant une fillette sans raison, c'était insensé. Il revoyait leur visage, et un détail le frappa soudain. Le tatouage sur le cou du meneur, une toile d'araignée avec une initiale au centre, R. Ce symbole, il le connaissait. Il l'avait vu des années plus tôt en Afghanistan sur le bras d'un mercenaire américain impliqué dans un trafic d'armes. Un groupe paramilitaire dissous après une opération ratée, Red Viper, certains de ses membres avaient disparu après l'enquête. Marcus n'était pas un simple délinquant. Il appartenait à quelque chose de plus vaste. Jack sentit une brûlure froide dans sa poitrine. Si ces hommes s'en prenaient à des enfants, il devait comprendre pourquoi. Il prit son téléphone, appela un ancien contact de l'armée. « Mike, c'est Jack. J'ai besoin que tu me fasses une recherche. Un type du nom de Marcus Dale. Tatouage araignée avec un R au centre. Oui, probablement un ancien du groupe Red Viper. Envoie-moi tout ce que tu trouves. C'est urgent. » Il raccrocha les poings serrés. Sa promesse à Sarah résonnait dans sa tête. « Protégez-la. » Et si cette attaque n'était pas un hasard? Si quelqu'un avait voulu l'atteindre à travers elle, la porte s'ouvrit doucement. Sergent Chen entra, un dossier à la main. Elle posa son manteau, le regard grave. Les 3 hommes sont en garde à vue. Marcus Dale, Derrick Coleman et un gamin de 19 ans, Tyler Green. Dale a un casier lourd, agression, trafic, menaces armées. Mais il y a pire. On a trouvé dans sa voiture un pistolet non enregistré et... Elle hésita. Une photo d'Ella prise visiblement à la sortie de son école. Jack sentit le sol se dérober sous lui. « Quoi? Vous êtes sûr ?» Chen hocha la tête. « Oui, et elle date d'au moins 2 semaines. » Un silence terrible s'abattit dans la pièce. Jack sentit son sang se glacer.
Cette attaque n'était pas une coïncidence, c'était une cible. « Pourquoi ma fille ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Chen secoua la tête. « On ne sait pas encore. » Mais Marcus refuse de parler. Elle hésita puis ajouta « Il a dit une chose avant de demander un avocat. Dis à Matthews que le passé finit toujours par te rattraper. » Jack resta figé. Ce nom prononcé avec tant de haine, il y avait quelque chose, un souvenir enfoui, une mission classée, des années plus tôt, en Afghanistan, un homme qui l'avait arrêté, un homme qui jurait de se venger. Il se leva lentement, regardant sa fille endormie et Max branché aux machines. Sa voix basse tremblait à peine. « Alors le passé vient de frapper à notre porte, et cette fois, je ne le laisserai pas entrer. » L'aube se leva sur la clinique vétérinaire dans une lumière pâle et glaciale. Par la fenêtre, la neige continuait de tomber, silencieuse, couvrant peu à peu les traces du drame de la veille. Dans la salle d'observation, Max bougea légèrement, un gémissement rauque s'échappant de sa gorge. Ella, qui dormait la tête posée contre sa patte, se redressa d'un bond. « Papa, il a bougé !» cria-t-elle, les yeux emplis d'espoir. Jack se précipita, posant sa main sur la tête du berger allemand. Les paupières de Max frémirent. Un instant plus tard, il ouvrit lentement les yeux. Son regard croisa celui d'Ella, faible mais lucide. Un léger battement de queue remua les draps. Ella éclata en larmes. « Il s'est réveillé, papa. Il s'est réveillé. » Jack sentit une vague de soulagement l'envahir, mais une part de lui restait tendue, comme un soldat toujours sur le qui-vive. Max était vivant, oui, mais tout indiquait que ce cauchemar ne faisait que commencer. Emily Morrison entra peu après, le visage marqué par la fatigue mais adouci par un sourire. Il a survécu à la nuit, et ses constantes se stabilisent. C'est un miracle, vraiment. Il devra rester ici plusieurs jours. Mais s'il continue comme ça, il s'en sortira sans séquelles graves. Jack hocha lentement la tête. « Merci, docteur. Vous ne savez pas ce que ça représente pour nous. » Emily esquissa un sourire. « Oh, je crois que si. » Elle regarda Ella qui caressait doucement le museau de son chien. Cet animal donnerait encore sa vie pour elle. C'est plus que de la loyauté, c'est de l'amour pur. Jack resta silencieux. Ses yeux fixaient Max, mais son esprit était ailleurs, sur la phrase de Marcus « Le passé finit toujours par te rattraper ». Et il savait maintenant qu'il devait comprendre pourquoi. Quelques heures plus tard, au commissariat de Virginia Beach, le jeune Tyler Green était assis dans une salle d'interrogatoire. Ses mains tremblaient, serrant une tasse de café tiède qu'il ne buvait pas. Son visage portait les marques d'une nuit sans sommeil. En face de lui, la sergente Chen feuilletait le rapport d'arrestation. Elle releva les yeux. « Tu sais, Tyler, t'as 19 ans. Pas de casier. Études interrompues, petit boulot dans un garage. Alors explique-moi ce que tu faisais avec 2 types fichés pour violence et trafic d'armes. » Le jeune homme resta muet un instant, puis soupira. « Je voulais pas... Je pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Marcus m'a dit que c'était juste pour faire peur à quelqu'un, qu'il devait donner une leçon à un ancien soldat. » Chen se pencha légèrement. « Et cet ancien soldat, c'était Jack Matthews ?» Tyler acquiesça, la voix brisée. « Ouais, mais il m'avait pas dit qu'il s'en prendrait à sa fille. Il m'a promis $500 pour faire diversion. Je jure que je savais pas. Quand il a sorti la ceinture, j'ai paniqué. » Chen le fixa un moment. « Tu veux me dire pourquoi Marcus voulait s'en prendre à Jack Matthews ?» Tyler hésita. Ses lèvres tremblèrent. Il disait que Matthews lui avait pris quelque chose, qu'à cause de lui son frère était mort. « Son frère ?» répéta Chen. Tyler hocha la tête. « Ouais, il s'appelait Rick Dale. Ils étaient dans une unité ensemble, en Afghanistan. Marcus disait que Matthews avait trahi leur équipe, qu'il avait laissé Rick mourir pendant une opération. Il jurait de se venger. » Chen resta silencieuse quelques secondes. Puis elle se leva et quitta la pièce sans un mot. Elle traversa le couloir et entra dans son bureau où Jack l'attendait, debout, les bras croisés. Elle ferma la porte. « J'ai besoin que vous me disiez la vérité, Jack. Qui était Rick Dale ?» Jack se figea, ce nom. 3 syllabes qui remontaient du passé comme un coup de couteau. Il s'assit lentement, le regard perdu. « Rick Dale faisait partie de mon unité en 2012. Opération Iron Wind, une mission classée menée près de Kandahar. On devait intercepter un convoi d'armes volées. Mais tout a mal tourné, le convoi était piégé. On a perdu 3 hommes. Rick faisait partie des victimes. » Chen fronça les sourcils. « Marcus prétend que vous l'avez laissé mourir. » Jack releva les yeux, glacial. « C'est faux. J'ai essayé de le sortir de là, mais il avait pris une balle dans la carotide. Il saignait trop vite. J'ai dû ordonner le repli. C'était ça ou perdre toute l'équipe. J'ai porté sa mort sur ma conscience depuis 12 ans, mais jamais je ne l'ai trahi. » Chen soupira,
hochant lentement la tête. Marcus n'a pas voulu entendre ça. Il veut que vous souffriez comme lui a souffert, et il a décidé de s'en prendre à ce que vous avez de plus précieux. Jack serra les poings. Ma fille. Oui. Un silence lourd suivit. Puis Chen posa une photo sur la table, celle retrouvée dans la voiture de Marcus. La petite est là à la sortie de l'école avec la date imprimée dans le coin. On a aussi trouvé ça sur son téléphone, ajouta-t-elle. D'autres clichés, pris de loin, depuis plusieurs semaines. Il la suivait. Jack sentit la colère monter, brûlante, difficile à contenir. Mais il ferma les yeux, inspira lentement. Reste calme. Ne laisse pas la haine t'avaler. Chen poursuivit. Marcus a des liens avec un groupe d'anciens soldats reconvertis dans des trafics d'armes. Certains de leurs membres ont disparu après la dissolution de Red Viper. On pense qu'il essaie de reformer une cellule. Et si c'est vrai, ce qu'il a tenté hier n'est que le début. Jack se leva. Vous comptez le laisser derrière des barreaux et attendre qu'il trouve un moyen de recommencer? Chen le fixa. Vous savez très bien que je ne peux pas l'empêcher d'avoir un avocat. Mais il ne sortira pas de sitôt. Et si jamais il essaie, je serai là. Jack la remercia d'un signe de tête. Il savait qu'elle faisait ce qu'elle pouvait. Mais au fond de lui, il sentait que ce genre d'homme ne restait jamais longtemps enfermé. Le soir même, de retour à la maison, Jack posa Ella dans son lit. Elle s'endormit presque aussitôt, épuisée par les émotions de la journée. Avant de quitter la chambre, il resta un long moment à la regarder dormir. Max n'était pas encore rentré, mais il reviendrait bientôt. Et cette fois, il ne laisserait plus rien ni personne s'approcher d'eux. Dans le salon, la lampe diffusait une lumière chaude. Sur la table, son téléphone vibra. Un message de Mike, son ancien frère d'armes. « Mike, tu avais raison ? Marcus Dale est bien un ancien de Red Viper, fiché pour plusieurs opérations illégales après sa désertion. Et il n'est pas seul. On a repéré 2 anciens de son unité récemment sortis de prison. L'un d'eux se fait appeler Carter. D'après mes infos, ils se rassemblent à Norfolk. Jack posa le téléphone, la mâchoire serrée. Norfolk, à moins de 30 km. Le passé s'était vraiment rapproché. Il se leva, prit une grande inspiration et murmura pour lui-même « Très bien, Marcus, tu veux me trouver ? Alors viens. » Mais cette fois, c'est moi qui choisis le terrain. La nuit tomba sur Virginia Beach, lourde et silencieuse. Jack Matthews ne dormait pas. Dans son garage, la lumière blafarde d'un néon révélait une pièce transformée en salle d'entraînement improvisée. Le sol, recouvert de tapis usés, portait encore les marques de ses années de formation militaire. Sur une étagère, des gants de boxe, un sac de sable et un vieux fusil désactivé. Souvenir d'une vie qu'il avait essayé de laisser derrière lui. Mais cette nuit-là, il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il enchaînait les coups sur le sac de frappe, chaque impact résonnant comme un écho de colère maîtrisée. Les images du parc, les cris d'Ella, le corps ensanglanté de Max tournaient en boucle dans sa tête. Il frappait, respirait, reprenait. Encore et encore, pas par haine, par nécessité. Pour être prêt. Car il savait une chose, la guerre avait retrouvé son chemin jusqu'à lui. Et cette fois, elle était entrée dans sa maison. Son téléphone vibra. Un message de la sergente Chen. Chen, Marcus Dale demande à vous voir. Il dit qu'il veut régler les comptes face à face. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Jack s'essuya le front, le souffle court. Un sourire sans joie étira ses lèvres. Jack, dites-lui que je viens. Demain matin. Le lendemain, la prison du comté baignait dans une lumière froide, filtrée par les vitres sales. Jack entra dans la salle d'entrevue, encadré par 2 gardiens. Marcus était déjà là, assis, menotté à la table. Malgré ses blessures visibles, un bleu sur la tempe, un bandage à la main, il affichait un sourire arrogant. Ses yeux noirs brillaient d'une lueur malsaine. « Tiens, le héros de guerre, lança-t-il avec un ricanement. Je me demandais si t'aurais le courage de venir. » Jack s'assit en silence, son regard calme, posé. « Tu voulais me parler ? Parle. » Marcus se pencha légèrement en avant, la voix basse. « Je t'ai dit que le passé rattrape toujours ceux qui croient y avoir échappé. Tu te rappelles de Kandahar ? De la nuit où Rick est mort ?» Jack ne répondit pas. Ses mâchoires se crispèrent à peine. « T'étais leur chef, leur protecteur, et t'as fui comme un lâche pendant que mon frère crevait dans le sable. Tu l'as laissé derrière, Matthews, et maintenant, c'est ton tour de souffrir. » Jack le fixa, immobile. Sa voix, quand elle tomba, était glaciale. « J'ai vu ton frère mourir, j'ai tout tenté pour le sauver. Et s'il avait survécu, il aurait eu honte de ce que tu es devenu. » Le sourire de Marcus se figea. Pendant une seconde, le masque de provocation tomba, révélant une rage brute. Il tira violemment sur ses menottes, le métal grinça. « Tu crois que c'est fini ? Ce n'était qu'un avertissement, Matthews.
J'ai des frères dehors, des hommes qui doivent encore te faire payer. Et crois-moi, ils savent tout te trouver. » Jack se pencha à son tour, les yeux plantés dans les siens. « S'ils s'approchent de ma fille, je les enterrerai moi-même. » Leurs regards se croisèrent, deux soldats déchus d'un même enfer. Puis Jack se leva, fit signe au gardien et quitta la salle sans se retourner. Dans le parking de la prison, il s'arrêta un instant. Le vent soufflait fort, portant l'odeur du sel venu de l'océan. Quelque chose dans le ton de Marcus l'avait troublé. Il n'avait pas parlé comme un homme seul. Il avait parlé comme un messager. Sur le chemin du retour, il passa chercher Ella à l'école. Elle courut vers lui, son sac rebondissant sur ses épaules. « Papa, Max va mieux. Le docteur a dit qu'il pourrait peut-être rentrer demain. » Jack sourit sincèrement pour la première fois depuis des jours. « C'est la meilleure nouvelle du monde, ma chérie. » Mais derrière son sourire, une tension sourde persistait. Il savait qu'il devait être prêt à tout. Ce soir-là, après avoir couché Ella, il alluma son ordinateur portable. L'écran s'illumina, révélant des dossiers cryptés qu'il n'avait pas ouverts depuis des années. Des rapports militaires, des cartes, des noms. Il retrouva celui de Red Viper, et juste en dessous, une liste de membres. Marcus Dale, Rick Dale, Samuel Carter et un certain Victor Kane. Tous disparus après la dissolution du groupe. Tous introuvables, jusqu'à maintenant. Il tapota un numéro qu'il n'avait pas composé depuis longtemps. « Mike, c'est encore moi. Tu peux me localiser un certain Samuel Carter, ancien Red Viper. Je pense qu'il est à Norfolk. Si Marcus dit vrai, il n'est pas seul. Je vais voir ce que je peux faire, Jack. Mais fais gaffe, ces types sont dangereux. Ils ont perdu tout ce qui les tenait debout. Et toi, t'es leur cible principale. Je sais. » Vers minuit, alors que le vent hurlait dehors, un bruit retentit à la porte. 3 coups secs. Jack fronça les sourcils, se leva et saisit discrètement la lampe de poche près du canapé. Il ouvrit la porte, personne. Seulement une enveloppe posée sur le seuil, trempée de pluie. Il la ramassa, referma la porte, l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une simple photo. Et là, prise ce matin même à la sortie de l'école. Et au dos, une phrase écrite à la main. « Tu protèges bien ce que tu aimes, Jack ?» Jack sentit une décharge glacée le traverser. Il scruta aussitôt la rue par la fenêtre. Rien, pas une silhouette, pas un moteur. Le silence total, mais il savait. Quelqu'un l'avait observé. Quelqu'un qui connaissait leurs habitudes. Il serra la photo dans sa main jusqu'à la froisser. Le message était clair, la chasse venait de recommencer. Le lendemain matin, Sergeant Chen arriva chez lui, réveillé par son appel en urgence. Elle examina la photo, blême. « Il vous surveille. Ce n'est plus seulement une vengeance personnelle, Jack. C'est une traque organisée. »« Je sais, » répondit-il calmement. « On peut placer votre maison sous surveillance, protéger Ella, la transférer avec vous dans un refuge sécurisé. » Jack secoua la tête. « Non, si je me cache, ils gagneront du terrain. Je veux les attirer à moi, pas les fuir. » Chen soupira. « Vous êtes en train de replonger dans le terrain que vous avez juré de quitter. » Jack la regarda droit dans les yeux. « Non, cette fois, je ne vais pas à la guerre. Je la termine. » Pendant ce temps, dans une planque délabrée de Norfolk, 2 hommes observaient des photos étalées sur une table. Des clichés de Jack, d'Ella et même de Max à la clinique. L'un d'eux, grand, cicatrice au menton, regard froid, tenait un briquet entre ses doigts. Marcus est en prison, mais le plan continue. Matthews doit payer. Lui et tout ce qu'il aime. L'autre hocha la tête. Et la gamine, le premier laissa le briquet tomber sur une photo d'Ella. La flamme lécha lentement le papier. Elle, surtout elle. Le jour où Max rentra à la maison, la rue semblait retenir son souffle. La camionnette de la clinique s'arrêta devant leur petite maison en rangée, les phares coupant la grisaille hivernale. Ella courut hors du véhicule avant même que la portière ne soit complètement ouverte, ses bottes crissant sur la pelouse gelée. Lorsqu'elle vit Max descendre sur la civière, bandé et boiteux, elle se jeta à genoux à ses côtés comme si sa vie entière dépendait de ce contact. Le chien secoua faiblement la tête et posa son museau sur sa joue. « Et ma guerrière !» sembla-t-il dire d'un regard. Ella éclata en sanglots de joie et de soulagement, puis se redressa décidée. « On te ramène à la maison, d'accord ? On va guérir ensemble. » Dans la maison, l'ambiance était à la fois douce et vigilante. Jack avait transformé le salon en un petit hôpital improvisé. Couverture propre, coussin pour soutenir Max, un espace dégagé pour que l'enfant ne s'éloigne pas. Chaque pas faisait l'objet d'une attention. Chaque son éveillait une alerte discrète. Ils n'étaient plus seulement une famille. Ils étaient une zone protégée. Malgré la chaleur du foyer, Jack sentait la menace planer.
Il passa les 2 premiers jours à relire la photo posée sur la table du salon, à vérifier les verrous, à scruter les angles morts des fenêtres. Il contacta un vieil ami de la base pour installer discrètement quelques caméras extérieures. Des petites boîtes noires qui filmaient le perron et le trottoir. Il ne voulait pas une armée autour d'eux, juste des yeux. La sergente Chen avait organisé des patrouilles régulières du quartier, mais Jack savait que ces protections étaient temporaires. Des hommes déterminés trouvent de toujours une faille. Pour ne pas laisser la peur gouverner la maison, il créa des rituels. Tous les soirs, il s'asseyait à la table de la cuisine et faisait le point sur la journée. Qui avait appelé, qui était venu, comment Max avait mangé, les progrès de la respiration et surtout les petites victoires d'Ella. Ces moments de normalité étaient sacrés. Ella reprit ses dessins, collant des petits chiens de papier sur ses cahiers, imaginant un futur où elle serait vétérinaire et où aucun animal ne souffrirait. Le rire timide qu'elle rendait parfois était pour Jack l'antidote le plus puissant à la rage qui bouillonnait en lui. Dans ce temps suspendu, Tyler réapparut comme une ombre qui cherchait la lumière. Après son témoignage, il avait été placé sous protection judiciaire, mais en privé, il cherchait à se racheter. Il passait ses jours à la clinique du docteur Morrison, nettoyant cages et salles d'opération, apprenant, écoutant, travaillant, sans compter. Un soir, il osa frapper à la porte des Matthews, tenant un sac de pain cuit le matin même. Et là, surprise, l'invite à entrer avant que Jack ait vraiment le temps de répondre. Tyler était maladroit, honteux mais sincère. « Je voulais vous dire, je suis désolé, pour tout. Et si vous voulez, je peux aider Max pendant sa convalescence. Je sais nettoyer une plaie, je sais porter. » Ses mains tremblaient en parlant. Jack mesura l'homme face à lui, jeune, cassé, mais pas irréparable. Leur fille observa la scène, puis prit la main de Tyler comme on tend une passerelle. « Tu peux rester, dit-elle simplement. Max a besoin d'aide et moi j'aime quand il y a du monde. » Jack sentit quelque chose en lui se relâcher. Peut-être que la colère pouvait se muer en réparation. Peut-être que des gens pouvaient changer. Mais ailleurs, la machine de vengeance continuait de tourner. Marcus, depuis sa cellule, grogna contre l'injustice à voix basse, attirant l'attention d'un avocat commis d'office. Un homme au regard usé mais affûté, qui lui promit d'invoquer des circonstances atténuantes et des troubles psychologiques. Ce que Marcus n'imaginait pas, c'est qu'un réseau plus froid et organisé, composé d'anciens associés de Red Viper, prenait patience. Parmi eux, Samuel Carter faisait figure de cerveau. Plus discret que Marcus, mais 10 fois plus dangereux. Il aimait les plans lents, parfaits, et l'idée de briser un ancien héros en attaquant ce qu'il aimait le plus lui plaisait comme une vengeance méthodique. Les rares indices glissèrent entre les doigts de la police. Téléphone crypté repéré, une plaque volée lâchée près d'un entrepôt à Norfolk, une voiture observée la nuit devant l'école d'Ella. Chen et son équipe travaillèrent d'arrache-pied, suivant chaque piste, passant des nuits au commissariat, reconstituant le puzzle. Mais chaque fois qu'ils pensaient toucher du doigt l'organisation, celle-ci se rétractait, laissant derrière elle une traînée de silence et d'ombre. Jack n'attendit pas que la justice fasse tout le travail. Il recommença à s'entraîner, mais pas pour attaquer aveuglément. Il se remet à l'agilité, au timing, aux techniques d'évitement. Il enseigna aussi à Ella, à sa manière, des choses utiles. Comment repérer une sortie, comment crier pour se faire entendre sans paniquer, comment reconnaître un comportement menaçant. Il faisait de ses leçons un jeu, pour ne pas effrayer la petite. « Respire, compte jusqu'à 3, et puis hurle fort », lui disait-il. Et elle répétait, riant parfois de la voix qu'elle pensait trop aiguë. La communauté, touchée par la vidéo virale et par le visage déterminé de la fillette, resta présente d'une façon plus concrète que ne l'avaient été les passants du parc. Des voisins offrirent des repas, la directrice de l'école organisa un plan de retour progressif pour Ella, et des anciens camarades de Jack, alertés par la vidéo, prirent de son numéro. Certains vinrent simplement pour serrer la main, d'autres apportèrent aide et conseils, système d'alarme recommandé, contact de transport sécurisé, tout ce que la ville pouvait mettre en place pour répondre à la colère et au danger. Au milieu de ces efforts, une image resta gravée dans l'esprit de Jack. La photo froissée sur le paillasson, celle d'Ella à la sortie de l'école. Il la tenait maintenant dans une pochette plastique comme un rappel glacé que le temps n'effaçait pas les menaces. Il fit un choix clair. Plutôt que de se cacher, il allait forcer l'adversaire à montrer son visage. Il allait tendre un piège, mais un piège mesuré, contrôlé, mis au point avec ceux qui pouvaient l'aider. Chen, Mike, son ami de l'armée, Morrison, le vétérinaire, et Tyler, désormais un allié inattendu. La stratégie prit la forme d'une façade.
Jack fit croire à une routine inchangée, laissa quelques habitudes visibles, promenade matinale, sortie à la supérette, mais changea subtilement les parcours, plaça des témoins discrets et programma des caméras supplémentaires. Chaque mouvement était enregistré, analysé, partagé avec la police. Et la ville, qui avait vu une enfant se couvrir d'un chien, commençait à répondre. Des volontaires patrouillaient en binôme dans les parcs, la mairie installait des lumières supplémentaires aux abords de l'école, des voisins se coordonnaient pour que chaque matin quelqu'un escortait là jusqu'à la grille. Cependant, dans la nuit qui précéda l'opération, Jack sentit la solitude du rôdeur. Être prêt, c'est accepter de porter le poids seul quand il le faut. Il posa une main sur la tête de Max, encore marquée par la convalescence, et murmura « Tiens bon vieux, on les débusquera, pour toi, pour elle ». Le chien lissa sa face d'un air fatigué comme pour répondre « Je suis avec toi ». Au loin, dans une planque éclairée par une seule ampoule, Samuel Carter reçut le rapport d'un éclaireur. « Il surveille ?» dit l'homme au visage buriné. Carter esquissa un sourire glacial. « Alors qu'ils observent, nous frapperons là où ils croient être les plus en sécurité. » Le plan avance. La nuit se referma sur Virginia Beach, lourde de neige et de menaces à peine murmurées. À l'aube, des caméras enregistreraient peut-être un véhicule suspect, ou une silhouette trop vite fuyante, ou peut-être seulement le silence. Mais Jack Matthews avait choisi son camp. Il ne laisserait rien au hasard. Et tandis qu'Ella dormait enfin, la main posée sur le flanc chaud de Max, lui-même préparait le prochain mouvement, calme, précis, comme toujours, prêt à défendre, cette fois sans laisser l'innocence de sa fille payer le prix du passé. Les jours suivants s'écoulèrent dans un calme trompeur. Jack le sentait, c'était le silence avant la tempête. Tout semblait normal, les rires d'Ella, les visites des voisins, les promenades prudentes avec Max, mais derrière chaque sourire, derrière chaque battement de porte, quelque chose veillait. La sergente Chen passait désormais tous les soirs pour faire le point. Elle, Jack et Mike formaient une cellule de coordination officieuse. Ils avaient installé dans le garage un écran connecté aux caméras extérieures, relié à un petit serveur crypté. Sur la carte, des points rouges signalaient les zones de surveillance. 3 véhicules suspects avaient été repérés dans la semaine. Toujours la nuit, toujours stationnés à distance. Ils nous observent, conclut Mike en consultant les images. Chen hocha la tête. Ils attendent que la garde baisse. Jack resta silencieux, son regard rivé à l'écran. Alors, on va leur faire croire qu'elle baisse. Il proposa un plan simple mais risqué. Le lendemain, Ella retournerait à l'école accompagnée de Chen, déguisée en civil. Le trajet serait filmé, balisé, et un dispositif discret de la police serait posté dans les rues adjacentes. Pendant ce temps, Jack ferait semblant d'être absent, partant pour un rendez-vous fictif en ville. En réalité, il se posterait dans un fourgon banalisé, relié à la surveillance en direct. Il voulait les voir venir, les forcer à se dévoiler. À l'aube, la maison s'éveilla dans une lumière pâle. Jack aida Ella à s'habiller, tentant de garder un ton léger. « Tu sais quoi ? Aujourd'hui, tu retournes à l'école comme une championne. Et Max et moi, on sera là dès que tu sortiras. Promis. » Ella hocha la tête, nerveuse. « Tu crois qu'ils reviendront ?» Jack s'agenouilla, posant ses mains sur ses épaules. « Écoute-moi bien, ma puce. Personne ne te fera jamais de mal tant que je respirerai. Et Max non plus. Tu es plus en sécurité que jamais. » Elle le fixa avec cette confiance pure que seuls les enfants savent donner, puis embrassa son front. « Alors je serai courageuse, comme maman. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Jack comme une lame douce et brûlante. Quand elle quitta la maison accompagnée de Chen, il resta à la porte, la mâchoire serrée. Max, allongé à ses pieds, observait aussi, oreilles dressées. Dès qu'elles disparurent au coin de la rue, Jack se glissa dans le fourgon stationné un peu plus loin, l'écran allumé devant lui. Les images des caméras s'enchaînaient en trottoir, carrefour, entrée de l'école. Tout semblait tranquille, trop tranquille. Dans une ruelle, à 3 pâtés de maison de là, une fourgonnette grise démarra lentement. À l'intérieur, Samuel Carter fixait son téléphone où s'affichait un point GPS. « C'est le moment », dit-il calmement à ses 2 complices. L'homme a ses yeux ailleurs. On prend la gamine et on sort avant que la police ne comprenne. À 8h27, Jack vit une silhouette inhabituelle sur un des écrans, un homme grand, capuche relevée, qui semblait marcher en parallèle du trajet d'Ella et de Chen. Il accéléra subtilement quand elles approchèrent de l'école. « Cible visuelle sur la caméra 3, angle nord-ouest », dit-il à la radio. La voix de Chen répondit aussitôt, tendue, « Reçu,
J'ai aussi un véhicule gris à 2 blocs. Mike, posté à la surveillance de la police, intervint. Le véhicule n'a pas de plaques de valide. C'est eux, Jack. Jack sentit le rythme de son cœur ralentir. Pas accélérer, ralentir. C'était la concentration absolue du soldat. Il ouvrit la porte du fourgon, glissa son arme dans sa ceinture et se mit en mouvement. Chen fit signe à Ella de rester proche d'elle. L'enfant serra sa main sans un mot. Sur le trottoir d'en face, un homme se pencha, semblant ramasser quelque chose. Mais sa main resta trop longtemps dans sa poche. « À couvert !» cria Chen. Un éclat de métal, un bruit sec, une grenade assourdissante. Le monde bascula dans un flash blanc. Chen tomba à genoux, les oreilles sifflantes. Ella hurla. Le véhicule gris surgit aussitôt, portes arrière ouvertes. 2 hommes en cagoule jaillirent, fonçant droit sur la fillette, mais ils n'avaient pas prévu 2 choses. La première, Max. Le berger allemand, pourtant encore blessé, s'était échappé de la maison dès qu'il avait senti le danger. La porte n'avait pas été complètement fermée. Guidé par un instinct presque surnaturel, il courait maintenant dans la rue, boitant mais rapide, suivant l'odeur d'Ella, chaque respiration brûlant ses poumons. Lorsqu'il vit les hommes s'approcher d'elle, il bondit sans hésitation. Son corps heurta le premier agresseur avec une violence fulgurante, le plaquant contre le bitume. Le second recula surpris. Max grognait, les crocs découverts, tenant le bras de l'homme au sol dans sa mâchoire. La deuxième chose qu'il n'avait pas prévue, c'était Jack. Sorti de la ruelle opposée, il arriva au pas de course, son arme levée. Le deuxième homme tira, la balle effleurant le bras de Jack, mais il ne s'arrêta pas. Un coup précis, le pneu avant du véhicule éclata. Un second, le moteur fut touché. Le véhicule s'immobilisa en crissant. Jack plongea derrière une voiture, rechargea et cria « Chen, ramène Ella !» La sergente, encore sonnée, se redressa et tira Ella derrière une benne à ordures. L'enfant tremblait, les mains sur les oreilles. Max continuait de se battre, tenant toujours l'un des assaillants au sol. Le deuxième tenta de le frapper, mais Jack le faucha d'un coup de pied, le désarma et l'écrasa contre le capot d'une voiture. « Fin de la route !» grogna-t-il. Les sirènes retentirent au loin. En moins d'1 minute, les rues se remplirent d'agents. Les 2 hommes furent maîtrisés. L'un blessé, l'autre inconscient. Max, haletant, recula, se traîna jusqu'à Ella et posa sa tête sur ses genoux. Elle éclata en sanglots, l'enlaçant de toutes ses forces. Jack s'agenouilla à côté d'eux, sa main tremblant encore. Chen s'approcha, l'oreille ensanglantée, mais debout. Elle posa sa main sur son épaule. « C'est fini pour aujourd'hui. » Jack regarda autour de lui, les débris, les voitures, la foule déjà rassemblée à distance. « Non, dit-il d'une voix basse, pas encore. » Au commissariat, les 2 hommes capturés furent identifiés comme d'anciens membres de Red Viper. Carter, lui, avait disparu juste avant l'intervention, laissant derrière lui un téléphone brûlé et un dossier crypté. Sur une clé USB retrouvée dans le véhicule, un message vidéo s'était déclenché automatiquement. L'écran du poste de police s'alluma. « Bonjour Jack. Si tu regardes ça, c'est que mon équipe a échoué, mais la partie n'est pas terminée. Tu as détruit ce qu'il restait de nous, là-bas. Tu as pris nos vies, nos noms, nos frères. Je ne veux pas seulement ta souffrance, je veux que tu vois tout ce que tu aimes tomber morceau par morceau. Et quand tu penseras que c'est fini, je viendrai moi-même. » Puis l'écran devint noir. Un silence de mort tomba dans la salle. Chen jeta un regard inquiet à Jack. « Il t'a déclaré la guerre. » Jack, sans quitter l'écran des yeux, répondit calmement « Alors qu'il vienne, cette fois, il verra ce que c'est que de s'en prendre à ma famille. » La nuit où la rue redevint silencieuse après l'attaque manquée, quelque chose de profond changea chez Jack Matthews. Ce n'était plus seulement la défense de sa famille, c'était maintenant une stratégie limpide, froide, sans concession. Carter avait allumé la mèche. À présent, Jack devait trouver l'allumette et choisir où faire exploser la vérité. Les jours suivants furent une chorégraphie millimétrée. Entraînement à l'aube, surveillance en journée, réunion avec la sergente Chen et Mike la nuit. Jack travaillait sur 2 fronts, rendre la maison impénétrable et identifier la tête de l'hydre. Les caméras posées, les témoins en place, la présence policière plus visible, rien n'était laissé au hasard. Il multipliait les sorties contrôlées avec Ella et Max, transformant chaque promenade en exercice d'observation et de sécurité, mais aussi en une tentative de normaliser l'angoisse de sa fille. Il savait que la peur se gagnait au même rythme qu'on l'exerçait. Il fallait lui rendre ses quartiers petit à petit. La presse, qui avait transformé Ella en symbole de bravoure, se fit moins intrusive après la tentative d'enlèvement. Les chaînes locales avaient relayé la scabreuse vidéo de Carter et la ville comprit le danger qui rôdait encore.
Les habitants, qui avaient d'abord ridiculisé l'immobilisme des témoins, s'étaient peu à peu mués en acteurs. Des patrouilles citoyennes, des groupes de voisins, des chauffeurs bénévoles pour accompagner Ella à l'école. Harold, le vieil homme qui avait tant culpabilisé, organisa des rencontres de sensibilisation au centre communautaire. Le geste collectif, dit Jack en public lors d'une réunion, ne remplacerait pas l'instant où personne n'avait bougé, mais il pouvait empêcher une prochaine fois. La ville, marquée, apprenait à ne plus détourner les yeux. Pourtant, l'ennemi n'était pas seulement extérieur. La bataille intérieure de Jack continuait. L'adrénaline qu'il avait portée dans le parc refusait de le lâcher. Les cauchemars revenaient plus vifs. Explosions, visages emportés par la poussière, la main de Sarah qui se faisait froide. La différence, désormais, c'était qu'il avait une mission concrète et qu'il n'était plus seul. Tyler, travaillant à la clinique, avait gagné la confiance de la petite et la reconnaissance discrète de Jack. Le jeune homme apportait au quotidien une preuve vivante que la rédemption, lente, douloureuse, était possible. Il nettoyait les plaies de Max, tirait les caddies, et parfois Jack le surprenait à rester après le service pour discuter stratégie ou pousser des poids. La tension monta encore le jour où une nouvelle vidéo, anonyme, fut postée sur un forum obscur. Une séquence de quelques secondes montrant Jack, il y a des années, lors d'une opération en Afghanistan. On y voyait un jeune officier donner des ordres froids, efficaces. Les commentaires devinrent immédiatement virulents. Certains le traitèrent d'assassin, d'autres d'ange. Pour Jack, le partage de ces images raviva la colère et la culpabilité. Son passé était étalé, politisé, analysé par des étrangers. Marcus, non. Hassan, l'ancien alias, cherchait à nourrir sa haine d'éléments que la foule pourrait utiliser pour le détruire moralement. Mais la manœuvre eut aussi un effet inattendu. Elle mobilisa d'anciens frères d'armes autour de lui. Des hommes qu'il n'avait pas vus depuis des années revinrent, non pour la caméra, mais pour lui apporter du soutien concret, réparer une clôture, installer un système d'alarme, veiller la nuit. À mesure que la traque se resserrait, Carter se faisait plus prudent, mais aussi plus cruel. Les policiers retrouvèrent, dans un entrepôt abandonné, des cartes de la ville annotées, des noms et surtout un plan détaillé des trajets de Jack et de l'école d'Ella. Chaque élément sentait la préparation méthodique. Carter ne ripostait pas par hasard. Il écrivait une équation, il attendait une réponse. Chen demanda à la brigade des stupes et à la cyberunité de remonter les connexions entre les comptes anonymes. Chaque découverte la menait un peu plus vers une toile qui semblait conclure en Norfolk. Mike confirma ce que Jack redoutait. Certains anciens de Red Viper s'étaient regroupés, cherchant à retrouver la honneur perdue à travers la violence. C'était une chimère mortelle. Alors Jack mit son plan à exécution. Plutôt que d'attendre qu'on l'atteigne, il partit en éclaireur. Une équipe discrète, Chen, Mike, un pair de policiers d'élite et Tyler à la logistique, suivit une piste qui menait à un ancien entrepôt portuaire. L'endroit sentait la rouille et le diesel. Des caissons vides, des bâches, des outils laissés comme si on avait quitté les lieux en hâte. Au fond, une porte condamnée recouvrait un petit bureau où gisait un carnet, une liste de noms dont plusieurs croisaient ceux retrouvés dans la voiture de Marcus. Dans la marge, écrit à la hâte, « Prochaine étape, briser son monde ». Le frisson monta dans l'échine de Jack. Il n'était plus seulement question d'attaques isolées, c'était une campagne ciblée pour le ronger pièce par pièce. Un soir, en revenant, il trouva un paquet sous sa porte. Dedans, une lettre courte, papier usé, écriture nerveuse. « On t'a observé, un point faible resterait. On ne tue pas encore. On détruit ce que tu aimes, rien de plus. » Jack laissa tomber la lettre sur la table puis regarda Ella, qui, dans la pièce d'à côté, dessinait des chiens avec une concentration presque rituelle. La colère le traversa, mais il prit une décision. Il ne laisserait pas la peur voler le futur de sa fille. Il allait transformer la peur en défi. Le tournant se produisit une semaine plus tard. Grâce à une surveillance 24 heures sur 24 et à un petit coup de chance technique, un signal GPS capté par Mike sur un réseau pirate, la police put localiser un homme fréquentant les docks. Pas Carter lui-même, mais un homme d'ombre, Victor Kane, ancien lieutenant de Red Viper connu pour son aptitude à recruter et à planifier. La traque finale commençait à prendre forme. Chen monte une équipe d'arrestation. Jack demande à participer, non pour tirer, mais pour utiliser son expérience du terrain et des hommes qui avaient lutté jadis à ses côtés. Il voulait être présent pour la capture, pour voir ses visages tomber sans avoir à imaginer d'autres frappes.
La confrontation à Norfolk fut courte et violente. Dans la pénombre d'un entrepôt, Kane et deux complices furent surpris par un filet coordonné. Kane tenta la fuite, mais Mike, au volant, bloqua l'échappatoire pendant que Chen et son équipe bouclaient les issues. Kane se débattit, cracha des menaces, mais la police l'empoigna. Sur son téléphone, les enquêteurs retrouvèrent plusieurs échanges cryptés avec un contact identifié comme Carter. Les pièces du puzzle se joignaient. Pour la première fois, Jack ressentit une étrange paix. Il n'avait pas tout stoppé, mais il avait porté un coup réel à la machinerie qui voulait briser sa famille. Le lendemain, la une des journaux vibra. Réseau Red Viper démantelé, 2 arrestations clés à Norfolk. Les commentateurs politiques de chuchotèrent que la ville avait frôlé une tragédie plus vaste, que la vigilance collective avait fait la différence. Les messages de soutien affluèrent, mais Jack ne chercha pas la reconnaissance. Il voulait la sécurité d'Ella. Il continue à travailler, à entraîner, à préparer. Il savait que Carter, le vrai cerveau, n'était pas encore pris. Mais la capture de Kane avait affaibli le réseau et lui donné le temps de respirer, de recréer un quotidien qui sentirait moins la guerre. Max, lui, reprenait des forces. Les visites à la clinique se firent de moins fréquentes. L'animal, toujours prudent à l'approche d'un objet en cuir, retrouva peu à peu la joie simple de courir dans le jardin sous l'œil vigilant d'Ella. Celle-ci faisait ses devoirs, allait à l'école, riait parfois avec Tyler et ses camarades. Les cauchemars ne disparurent pas, mais leur fréquence diminua. Les petites victoires s'empilaient comme des pierres autour d'un abri solide. Cependant, sur le net, dans l'ombre, Carter affichait sa présence plus rare mais plus menaçante. Un message crypté reçu par un intermédiaire. « Ils ont pris Kane, tant mieux. La vraie partie commence. » Jack sentit le frisson familier. La route vers la fin était encore longue. La traque n'était pas terminée. Carter, comme une ombre en retrait, préparait sa prochaine pièce. Jack posa sa main sur la tête de Max, l'animal couché à ses pieds, pensant à la lettre froissée sur la table. Il se leva, alla embrasser Ella, qui s'était endormie sur ses dessins, puis regarda par la fenêtre la houle grise de l'océan. « Viens » souffla-t-il à mi-voix. « On n'a pas encore fini. » La guerre contre le passé continuait, et cette fois, il la mènerait jusqu'au bout. Le rideau se levait sur l'acte suivant, celui où Jack ne jouerait plus seulement la défense, mais l'ultime confrontation. Le vent d'hiver soufflait sur la côte de Norfolk, glaciale et chargée de sel. Le crépuscule noyait la mer dans une lumière d'acier. Jack Matthews fixait l'horizon depuis la jetée, les mains dans les poches de sa veste. Son visage, buriné par la fatigue et les mois de tension, semblait taillé dans la pierre. Il savait qu'il ne restait plus qu'une pièce sur l'échiquier. Carter, depuis la capture de Kane, les renseignements s'étaient resserrés. Mike avait intercepté une conversation à demi cryptée sur un ancien canal militaire. Un certain Ghost Leader parlait d'un dernier acte avant de fermer le dossier Matthews. Il ne faisait aucun doute. Carter préparait quelque chose. Et tout pointait vers les docks de Norfolk, le lieu où tout avait commencé, où les anciens de Red Viper s'étaient réunis pour la première fois. Jack avait insisté pour y aller seul. Chen voulait le retenir, mais il savait que Carter ne se montrerait qu'à lui. « C'est entre nous deux », avait-il dit calmement. « Si je ne termine pas ça maintenant, il reviendra. Et cette fois, il ne laissera personne derrière. » La nuit était tombée quand il arriva au hangar 47. Le bâtiment, vide et silencieux, portait encore les cicatrices du temps. Tôle rouillée, fenêtres brisées, odeur d'huile rance. La mer battait contre les fondations, ajoutant à la scène une note funèbre. Jack entra sans bruit, lampe torche dans une main, arme dans l'autre. Chaque pas résonnait dans le vide. Une voix s'éleva, calme, presque ironique. Toujours aussi méthodique, Matthews, même après tout ce temps. Jack pivota. Carter se tenait à 10 mètres. Silhouette massive dans la pénombre, veste militaire, barbe grise, regard fou. Son arme pendait à la main, mais il ne la pointait pas. « Tu aurais dû me laisser mourir là-bas, dit Carter. « Tu étais mon frère d'armes, » répondit Jack. « Frère ?» Il éclata d'un rire sec. « Tu nous as trahis. Rick est mort à cause de toi. Red Viper est mort à cause de toi. Et moi, j'ai survécu pour te montrer ce que ça fait de tout perdre. » Jack resta immobile, les yeux fixés sur lui. « Tu penses qu'en détruisant des enfants, tu honores la mémoire des tiens? Tu crois qu'ils seraient fiers de ce que tu es devenu? Regarde-toi, Carter. Tu ne combats plus pour une cause, tu combats pour la haine. » Carter leva lentement son arme. « Peut-être, mais la haine au moins me tient debout. » Un coup de vent siffla à travers la charpente. Les deux hommes se fixaient, figés dans un face-à-face presque rituel. Jack sentit le monde rétrécir autour d'eux, comme autrefois dans le désert, deux âmes usées, trop fatiguées pour fuir.
Carter tira le premier. Jack plongea derrière un conteneur, la balle ricochant à quelques centimètres de son bras. Deuxième tir, éclat de métal. Le bruit se répercuta dans tout le hangar. Jack roula, visa, tira à son tour. Carter se jeta à couvert, riposta, 3 tirs, 4, le son des balles se mêlant au hurlement du vent. Puis le silence. Jack avança lentement, l'arme tendue. Ses pas écrasaient les éclats de verre. Carter était caché derrière une caisse, blessé à l'épaule, haletant. « Tu crois que t'as gagné ?» cracha-t-il. « Non, dit Jack. Personne ne gagne dans ce genre de guerre. » Carter sortit soudain un couteau de combat, se redressa et fonça sur lui. Le choc fut brutal. Les deux hommes roulèrent au sol, s'entrechoquant, le métal heurtant le béton. Jack parvint à bloquer le poignet de Carter, mais la lame effleura son flanc, arrachant une brûlure. Un coup de genou, un crochet, un choc contre une poutre. Le combat dura 30 secondes, mais chaque seconde pesa une éternité. Jack finit par désarmer Carter, projetant la lame au loin. Il le plaqua contre le sol, genou sur la poitrine, arme pointée. « Fais-le » souffla Carter. « T'as toujours voulu être le héros, termine le travail ?» Le regard de Jack vacilla. Il revit Sarah, Ella, Max, la neige du parc, les yeux d'un chien qui refusait d'abandonner. Puis il rangea lentement son arme. « Non, pas cette fois. » Carter grimaça. « T'as perdu ton feu, soldat ?»« Non, j'ai trouvé autre chose. » Les gyrophares illuminèrent soudain le hangar. Chen et ses hommes déboulèrent, armes au poing. Jack leva les mains. Carter fut maîtrisé, menotté, emmené sans un mot. En passant, il lança un dernier regard vers Jack. Pas de haine cette fois, juste du vide. Peut-être un soupçon de soulagement. L'aube se leva sur Virginia Beach dans un silence apaisé. Jack rentre chez lui au petit matin. Ella dormait encore, Max à ses pieds, les deux paisibles. Il posa sa veste, s'assit près d'eux et resta longtemps sans bouger, écoutant simplement le son régulier de leur respiration. Quand Ella ouvrit les yeux, elle sourit. « Papa, c'est fini ?» Jack hésita, puis hocha la tête. « Oui, ma puce, c'est fini. » Elle se blottit contre lui. Max leva la tête et posa sa patte sur la jambe de Jack, comme pour confirmer. Chen passe plus tard dans la journée, apportant le rapport final. Carter avait été arrêté pour enlèvement, tentative d'homicide et association criminelle. Marcus resterait en prison pour de longues années. Le réseau Red Viper était officiellement démantelé. « Tu peux enfin respirer » dit-elle en lui tendant la main. Jack esquissa un sourire fatigué. « Pas encore, mais j'apprends. » Des semaines plus tard, la vie reprit doucement son cours. Ella recommença à aller à l'école sans escorte. Max retrouva la force de courir au parc et Jack reprit son travail comme instructeur, aidant d'autres anciens soldats à réapprendre à vivre sans la guerre. Un soir, ils se retrouvèrent tous les trois sur la plage, le soleil couchant colorant la mer de rouge et d'or. Ella lançait un bâton que Max ramenait entre-temps, fier comme un roi. Jack les regardait, un sourire tranquille aux lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait ni peur ni colère dans son regard, seulement la paix. Il se pencha vers sa fille. « Tu sais, ma chérie, la force, ce n'est pas de frapper, c'est de savoir quand poser les armes. » Ella hocha la tête, caressant la tête de Max. « Comme lui ?» Jack sourit. « Oui, comme lui. » Le vent se leva doucement, emportant les derniers échos du passé. Et dans ce souffle, il y avait une promesse silencieuse. Plus jamais la peur ne franchirait leur porte.